Alors, c'est vrai que dans notre contexte actuel, on peut, être préoccupé par des sujets un peu plus, pragmatiques et en même temps, eh bien, c'est quelque chose qui se prépare aussi sur le long terme, de pouvoir, développer, une entreprise en croissance libre et passer donc de dirigeant à témoin. Je suis Sébastien Gourrier, je suis aussi avec, Sébastien Dourte. Mais bon, bonjour Sébastien et merci de m'accueillir là pour cette présentation. Bonjour à tous qui êtes présents, bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette masterclass. Donc cette masterclass où nous allons voir, bien sûr, l'occasion, de mieux, voilà, rencontrer et découvrir des études de cas inspirantes au travers notamment de nos 2 entreprises, enfin plus que 2 même d'ailleurs, on va dire 2 entités globales. Et au travers de cette masterclass, nous allons voir la nouvelle posture du dirigeant dans un écosystème plus autonome. Oui, c'est le but de la masterclass, c'est de vous faire à la fois un partage d'expérience et un partage de bonnes pratiques, de manière à ce que vous puissiez vous aussi libérer votre entreprise et devenir témoin de sa croissance. Ensuite, comment permettre l'expansion de votre entreprise malgré vous? Et j'aime bien ce malgré vous parce qu'on l'a vraiment préparé un peu ensemble comme ça avec Sébastien. Et ensuite, quel mode opératoire efficace et simple peut-on déployer en toute sécurité? Parce que justement, dans ce monde actuel, dans ce contexte actuel, Sébastien, c'est important de se sentir en sécurité, n'est-ce pas? C'est clair. On le voit bien que notre environnement sous une forme est en crise. L'idée n'est pas de se laisser emporter par cette énergie-là, mais plutôt de voir quels sont les leviers qui sont à notre disposition pour agir malgré le contexte qui nous entoure. Alors, on va commencer tout de suite. Selon vous, justement, on va vous faire un peu participer également. Quelle est la croyance freinante numéro 1, justement, qui est liée à cette intention-là, à cette démarche de rendre une entreprise autonome, quelque part, de développer une entreprise qui finit par être en croissance libre et donc qui fait que nous-mêmes, en tant qu'entrepreneurs, nous passons de cette posture de dirigeant, peut-être contrôlant, à une posture de témoin, plutôt participant. Alors, il y a Léonard qui nous dit la qualité. Oui, c'est vrai que si Léonard nous parle de management de qualité, il est certain que mettre en place un management de la qualité, de la clarté dans les processus de l'entreprise, ça aide évidemment à rendre l'entreprise autonome. Et il y a David qui nous parle de ressources. Ok, est-ce que tu peux nous en dire plus, David, sur ces ressources auxquelles tu penses? Alors, en sachant que là, on parle de croyance, c'est-à-dire un mode de pensée que nous pouvons avoir et qui va être ce mode de pensée freinant, numéro 1, en lien avec cette démarche-là. Qu'est-ce qui peut vous empêcher, en fait, d'arriver à faire en sorte que votre entreprise soit autonome et que vous soyez témoin de cette croissance? Et David nous proposait, il faut beaucoup de ressources humaines, financières, pour y arriver. Et pour Léonard, quand il parlait de qualité, c'est plutôt j'ai peur de déléguer pour que la qualité reste similaire. Ah, ok. D'accord, très bien. Intéressant. Effectivement, ça, c'est ce que vous nous exprimez là, ça fait partie des croyances qui ont été les miennes. Si ce n'est pas moi qui fais, la qualité va être moindre. Pour arriver à faire en sorte que mon entreprise soit autonome, il va falloir que je dépense beaucoup d'argent. Il va me falloir plus de ressources. Tout ça, effectivement, ce sont des croyances qui nous empêchent en fait d'aller vers et ne serait-ce que de démarrer ce processus et qui prend du temps. Il ne s'agit pas de se dire qu'on va passer de 0 à 100 en 2 secondes et qu'on va rendre notre entreprise autonome en 15 jours, mais il s'agit de faire les premiers pas et de se lancer. Et les croyances que vous nous partagez là, effectivement, sont plutôt des freins. Dans les entreprises, dans la démarche de mettre en place une entreprise autonome, on peut parler déjà de nos 2 études de cas. Sébastien, tu as un groupe d'entreprises en lien avec de la construction de maisons individuelles, donc c'est quand même un secteur d'activité
qui demande beaucoup de savoir-faire et donc forcément un besoin de qualité assez important, surtout avec les normes et encore plus les normes environnementales aujourd'hui. Oui. Et combien de temps pour toi ça a pris de mettre en place une entreprise autonome? Et, Eh bien, ça a pris en totalité 5 ans. Donc vous voyez que là, on ne parle pas d'effet de levier magique qui pourrait faire en sorte que dans 6 mois, votre entreprise soit autonome, mais on parle bien d'un chemin de transformation qui prend du temps parce qu'il y a le temps que le dirigeant dont il a besoin pour aller rentrer dans cette démarche, appliquer les principes. Et puis, il y a aussi un temps pour les collaborateurs. C'est vrai que moi, je me suis par exemple confronté au fait que mes collaborateurs me disaient non, non, mais on a besoin que tu sois là. Donc ça veut dire que eux de leur côté, ils avaient cette croyance que sans moi, ils pourraient ne pas y arriver aussi bien. Donc, vous voyez, donc il peut y avoir des freins chez vous en tant que dirigeant, il peut y avoir des freins chez vos collaborateurs, mais effectivement, je suis arrivé aujourd'hui à un groupe d'entreprises puisque j'ai donc 5 filiales, donc dans lequel j'ai positionné un dirigeant dans chaque filiale. Donc moi, mon rôle, c'est d'accompagner les dirigeants, mais les entreprises en tant que telles sont autonomes et je suis là pour aider, contribuer et être témoin de leur croissance. Et je ne suis plus du tout en prise avec l'opérationnel, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, gérer ce groupe d'entreprises doit me prendre à peu près en moyenne à peu près un quart d'heure par jour, quoi, si on réfléchit en journée. Mais évidemment, c'est une donnée, voilà, mais quand même, il m'a fallu quand même 5 ans pour y arriver. Hein, ça n'est pas arrivé par hasard. en revanche, cet investissement de mise en place, de démarche, aujourd'hui, tu mesures le retour sur investissement également. Bah, alors déjà, en termes d'investissement, ça ne m'a pas coûté plus cher de faire comme cela. Donc on est bien dans la question de l'efficience de l'utilisation des ressources. Ça ne coûte pas plus cher que de rendre son entreprise autonome ne coûte pas plus cher qu'elle ne le soit pas. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ça permet aux dirigeants d'être beaucoup plus efficients dans la façon qu'il a de pouvoir travailler sur son entreprise plutôt que dans son entreprise, de pouvoir développer sa vision long terme. Et puis également, ça dégage énormément de temps à titre personnel pour faire d'autres choses que gérer son business. Et donc, pouvoir se nourrir, pouvoir contribuer. Et voilà, je rappelle tout simplement que si je suis là avec vous aujourd'hui, c'est que pendant ce temps-là, mon entreprise tourne. Et si je peux le faire, c'est aussi grâce à ça. Et donc, en notre étude de cas, eh bien, vous avez aussi devant vous une étude de cas en lien plus avec une entreprise dans le secteur de la technologie et du numérique, qui a pu se développer d'abord en partant de zéro et ensuite en devenant leader sur son marché, en touchant des milliers de clients à l'international. Et c'est vrai que là intervient un facteur, c'est quelle est la dépendance qui est créée et comment on peut libérer ces formes de dépendance-là. Ce qui m'a beaucoup touché, hein, notamment quand je me projetais à mon niveau sur les facteurs de risque humains purs, c'est-à-dire un accident, une hospitalisation. On est à l'abri de rien quelque part, on a toujours tendance à se croire immortel ou invincible. Et en fait, j'avais cette humilité-là de pas me sentir invincible, même déjà à l'âge de 25 ans, 26 ans, où je commençais à ressentir l'importance de bâtir quelque chose qui puisse avancer au-delà de moi. Et à ce moment-là, en fait, cette entreprise, pour moi, ça m'a pris, allez, on va dire vraiment au plus large 3 ans en termes de mise en place et de démarche. Maintenant, les contraintes sont peut-être aussi différentes en fonction des secteurs d'activité. Et puis en même temps, aujourd'hui, avec l'habitude, ça pourrait mettre moins de temps, ou en étant accompagné aussi. Notamment, là, par exemple, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui gère 15 entreprises et de l'interviewer. Aujourd'hui, s'il devait refaire cette démarche-là, avec 15 entreprises en termes d'expérience et d'entraînement,
eh bien, il pourrait, selon les secteurs d'activité, hein, c'est pareil, ça dépend aussi des secteurs, mais c'est possible de le faire en 6 mois, dans son cas à lui et selon le secteur. Mais d'une certaine manière, il a aussi l'entraînement, l'expertise et puis un certain nombre d'entreprises aussi qui peuvent être soutenantes par rapport à ça. Oui, ce qui est intéressant, ce que tu partages aussi, c'est la notion d'expérience. C'est vrai que j'ai mis 5 ans à le faire parce que je n'ai pas été accompagné pour le faire, parce que j'ai appris, parce que j'ai fait des erreurs sur le chemin. C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, je connais les clés et certainement que du fait de cette expérience-là et des clés qu'on maîtrise aujourd'hui, il nous est possible, nous, à toi comme à moi, d'accompagner des entrepreneurs sur ce chemin-là et de leur faire gagner beaucoup de temps, de leur éviter beaucoup d'erreurs sur ce chemin. Quand vous gagnez 2 jours par semaine, qu'est-ce que ça vous fait et qu'est-ce que vous en faites? Et il y a les 2 en fait, parce que c'est qu'est-ce que ça vous fait déjà vous, quand vous êtes confronté ou vous imaginez, vous projetez avec ces 2 jours par semaine de libérés et en même temps, qu'est-ce que vous en faites? Parce qu'on peut considérer parfois qu'on se sent un peu, démuni de cette liberté acquise, ce qui est paradoxal, alors qu'en réalité, on est un être multipotentiel et on a d'autres rêves, d'autres projets qu'on a souvent renoncé ou mis de côté. Et c'est là que, eh bien, cette démarche-là nous permet à nouveau d'exister pleinement dans notre intégralité. Alors aujourd'hui, on va partir du principe et repartir du principe pour ceux qui ont écouté juste quelques conférences préalables, que vous n'êtes pas touché par le syndrome du travaillomane. C'est quoi le syndrome du travaillomane, Sébastien? Le syndrome du travaillomane, comme beaucoup de dirigeants, je, je suis en prise totale avec l'opérationnel. J'ai l'impression, j'ai le sentiment que si je ne fais pas, si je ne suis pas sur ces actions-là, ça ne se passera pas comme il faut. Et surtout, en fait, je crois que plus je travaille, plus j'ai de chances de réussir. Donc voilà, et puis évidemment, vous faites la différence entre diriger et contrôler. Vous avez compris l'intérêt d'œuvrer avec l'entreprise plutôt que de travailler dans l'entreprise ou même de bosser sur l'entreprise. Et il y a cette nuance entre les 3 expressions. Vous avez déjà une certaine maturité entrepreneuriale et donc nous allons déjà entrer dans le vif du sujet avec cette notion de rapport à l'émancipation. L'entreprise peut grandir sans que je sois en prise avec l'opérationnel. C'est ce que tu as dit à l'instant, Sébastien. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ben, en fait, voilà, à un moment donné, j'ai eu une prise de conscience qui a été très forte pour moi, c'est-à-dire que en tant qu'entrepreneur, alors à partir du moment où on se dit, moi, j'ai envie de faire vivre l'entreprise, j'ai envie que l'entreprise se développe, j'ai envie que l'entreprise crée de la croissance et crée de la croissance sur plein de plans, c'est-à-dire ok, une croissance financière, ok, mais aussi une croissance humaine, le fait que chaque individu puisse trouver sa place dans l'entreprise, puisse se sentir inspiré par le fait de contribuer dans cette entreprise et à la mission de l'entreprise. En fait, j'ai eu cette prise de conscience à un moment donné que passer du mode quasiment solopreneur où je suis seul, je fais tout, je suis au four et au moulin, au mode entrepreneur où je suis capable de faire en sorte de, je dirais, créer une équipe. Et en fait, ça revenait à laisser de l'espace, c'est-à-dire apprendre à ouvrir un espace de plus en plus grand et de plus en plus fluide où l'entreprise peut se permettre de grandir malgré moi, c'est vrai. C'est-à-dire que je vais être capable d'ouvrir un espace où je vais pouvoir accueillir plus de talents, plus de savoir-faire et que je considère bien chaque être humain, chaque collaborateur comme une ressource, comme un actif et que je vais travailler à la libération de ces actifs-là, au fait qu'ils se sentent parfaitement à leur place et parfaitement utiles et performants. Et que plus je grandis dans ma capacité à ouvrir cet espace-là, plus mon entreprise va se développer. Donc, ce qui amène effectivement à offrir à des personnes qu'elles puissent également pleinement se réaliser, c'est-à-dire que, ok, moi je me réalise en tant qu'être humain, je me réalise en tant qu'être humain, en tant que dirigeant parce que je vois ma boîte grandir, mais ça ne se fait plus au détriment de ma propre vie.
hein. On a d'autres domaines de vie à explorer en tant qu'être humain. Il n'y a pas que l'entreprise. Il y a la famille, il y a la santé, il y a les amis, il y a des passions qu'on peut avoir. Bref, et ça, c'est valable pour chaque être humain de votre entreprise qui travaille avec vous, qui travaille dans votre écosystème. Ça demande évidemment d'être beaucoup plus détaché, c'est-à-dire se mettre dans une posture qui va nous éviter de réagir émotionnellement aux enjeux auxquels on doit faire face, hein, qui sont importants. Vous imaginez bien que là, on vit une période qui est quand même particulière. Je connais pas quel est votre secteur d'activité, mais dans le bâtiment, hein, on a vécu des augmentations. Comme moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier, et en fait là, rien qu'en une année, on a vécu des augmentations de matériaux qui, au final, aboutissent à un coût d'augmentation de 25%. C'est du jamais vu. Bon, voilà, on peut être contraint, on peut être saisi par des crises comme cela. Et si on n'est pas en capacité d'avoir du recul et qu'on se laisse guider par les émotions, ça va peut-être nous empêcher d'agir correctement. Et donc là, ça nous permet de passer cette démarche-là, tout ce rapport à l'émancipation, de passer d'être attaché à être connecté à l'entreprise. Et donc, tu parlais du pouls de l'entreprise aussi quand on échangeait en off. Oui, parce que l'idée, ce n'est pas dans l'émancipation, l'idée n'est pas de se débarrasser de son entreprise, hein. Quand on aime ce que l'on fait, quand on aime notre métier, l'idée n'est pas de se débarrasser de son entreprise, l'idée est d'en prendre le pouls, c'est-à-dire de rester connecté à ce qu'elle vit, à ce que vivent nos clients, à ce que vivent nos collaborateurs, aux ajustements qui doivent être apportés pour faire en sorte qu'on atteigne nos objectifs, mais qu'on vive une croissance qui soit juste et écologique pour l'entreprise comme pour nos collaborateurs. Pour ça, il faut garder le pouls, il faut rester connecté. Il ne s'agit pas mais il s'agit pas non plus d'être attaché et de réagir du coup trop émotionnellement à chaque enjeu qui nous est présenté. Alors voilà, comment faire pour devenir témoin de la croissance libre de son entreprise? Là, on rentre maintenant un peu plus dans quelque chose qui va aller vers de la pratique, vers quelque chose de plus concret. Et voici donc la réponse. Sébastien, est-ce que tu peux nous parler des A-players? Alors, les A-players c'est un terme qui vient du sport de haut niveau, notamment dans le basket. Vous savez que vous avez l'équipe A, l'équipe B. Donc, généralement, les A-players, c'est les meilleurs, hein, c'est les meilleurs joueurs, tout simplement. Les Américains disent simplement un A-player, c'est the right people in the right seat. Donc, c'est la bonne personne dans le bon siège. Hein, donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que la bonne personne, eh bien, c'est tout simple. La bonne personne pour votre entreprise, c'est celle qui est alignée à votre vision, qui est alignée également aux piliers fondateurs, hein, aux valeurs de l'entreprise, qui est alignée avec la mission, au pourquoi, à la raison d'être de l'entreprise et à sa culture. Si vous n'avez pas une personne qui n'est pas parfaitement alignée avec tout ça, ce que représente pour elle l'entreprise va venir en opposition avec sa propre vision, va venir en opposition avec ses propres valeurs ou avec sa propre culture, donc ne pourra pas être capable de livrer son plein potentiel. Donc d'abord, il faut valider ça. Il faut travailler sur une vision commune, des valeurs communes, comprendre la mission, la raison d'être de l'entreprise et sa culture. Alors c'est vrai que c'est un élément clé et essentiel concernant cette démarche qui nous permet de vivre pleinement cette ascension, ce que j'appelle l'ascension entrepreneuriale ingénieuse, d'où le sommet que vous voyez ici à l'écran, et qui constitue une part importante d'une équation qu'on va voir justement un peu plus tard. Alors j'avais aussi remarqué une référence dont vous voyez la source ici, sur les 6 besoins fondamentaux de l'individu au travail, et pour lesquels c'est important de prendre en compte
au travers de cet exercice préalable qui vient d'être évoqué, et de tous les axes qui viennent d'être abordés là, eh bien, il y a aussi ces 6 points pour lesquels nous pouvons avoir une forme de vigilance et sur lesquels la personne se sent pleinement écoutée. Donc la relation à autrui, la notion de compétence, on a besoin de se sentir compétent nécessairement, et aussi en partie autonome. Après, on peut aller plus loin en voyant les 4 types de management, et puis la notion de reconnaissance, de sens et de contribution, qui fait partie finalement des besoins fondamentaux, non seulement de l'individu au travail, mais en fait de tout être humain. Et donc cette personne, la player, Sébastien, là on parlait de celle qui développe justement eh bien, ses zones de talent, ses zones de génie, ses propres choix concernant la stratégie à mener, c'est son propre chemin pour réaliser l'objectif. Voilà ce qu'elle peut donc développer, exprimer pleinement avec son plein potentiel. Et en même temps, il y a des risques par rapport à ça et on va voir comment s'occuper de ces risques-là dans un instant. Il faut se rappeler que si on donne cette métaphore et qu'on donne à chacun de nos collaborateurs l'image de tiens, il faut qu'on atteigne cet objectif-là, et que, admettons que cet objectif-là, qu'on prenne la métaphore d'un lieu où on doit se retrouver. Eh bien, si j'ai 5 collaborateurs, ces 5 collaborateurs vont peut-être prendre un chemin différent. L'idée est de voir de se concentrer sur l'objectif. Peut-être que vous auriez fait vous différemment. Chacun, vous voyez, peuvent établir des stratégies différentes, prendre des chemins différents pour atteindre ce lieu ou cet objectif. Mais au final, l'important, c'est d'y arriver. Et là, on va voir justement un challenge particulier qu'on a justement à clarifier après, parce que la question va venir de comment permettre à ce que ces stratégies puissent être différentes des nôtres et en même temps sans nous mettre en danger. Donc on va voir ça dans un instant. Et donc, comme je disais, cette identification des A-players et de tous ces points, et on va aussi pouvoir aborder la question de David, fait partie d'une équation globale qui s'intitule la formule vie. Vie parce qu'elle est donc vertueuse, V, infini, I, et E comme exponentielle, et en même temps, c'est celle qui donne pleinement vie à l'entreprise, justement, à son potentiel. Et donc, alors je ne vais pas vous bassiner trop avec des notions de formules mathématiques, même si j'étais réconcilié avec ça grâce à Idriss Aberkam, qui nous a juste rappelé l'essence des maths, de cette notion de formulation sous forme de formule, d'équation, qui est juste d'exprimer de manière courte une expression globale, un concept, une idée, et de pouvoir juste simplement la formuler de manière synthétique et simplifiée. C'est ça, en fait, la base des mathématiques. Du coup, ça m'a réconcilié un peu avec ça. Et donc ici, nous voyons différents ingrédients de cette formule vie. Alors, il y a une partie en fait de cette formule qui est ici mise à l'écran. En fait, elle est un peu plus complète. Et ce qui nous intéresse là, c'est de voir que ces humains, justement, ces A-players, font partie de ce que j'appelle le H-cube, et qui donc est entre parenthèses, parce qu'il est associé évidemment à autre chose, la technologie, et ça nous le voyons un peu plus dans une autre conférence, mais tout cela, ensemble, bien harmonisé et en symbiose, va créer cette team autogérée, et cette team autogérée est effectivement essentielle, et forcément, pourquoi h cube plus t au carré, et le cube donne un rapport par rapport à l'exponent, au fait que c'est plus important l'humain que la technologie, toujours considérer que l'humain est quand même plus important que la technologie. Et en même temps aussi, le cube signifie que les 3 premières personnes, généralement, qu'on a en premier dans notre équipe, sont assez déterminantes par rapport à la vie de l'entreprise, à la croissance de l'entreprise, et qu'en même temps, eh bien aussi, on peut voir comment, dans votre entreprise actuelle et votre équipe actuelle, quelles sont les peut-être 3 personnes, entre guillemets, A-players, aujourd'hui de votre équipe. Oui, si on reprend un petit peu l'image du corps humain, vous avez un cœur,
C'est ce cœur qui fait battre, donc la vie dans votre organisme, qui amène l'oxygène donc dans chaque organe de votre organisme, de votre corps. Et c'est vrai que c'est ce premier pool de 2, 3, 4 collaborateurs. Là, c'est vrai que c'est hyper important que ce soit des players, c'est-à-dire qu'ils soient d'abord ultra alignés avec tout ce qu'on a évoqué avant, parce que c'est eux qui vont pouvoir propager une forme d'oxygène qui est pour l'entreprise, qui est sa culture, qui sont ses valeurs. Et donc, c'est en partant de ce cœur-là, de ce centre-là, que vous allez pouvoir agrandir le cercle de l'entreprise. Alors maintenant, on va voir les risques de rendre une entreprise autonome. Parce que on a vu des points précédents, justement, qui sont essentiels et qui sont peut-être encore dans votre tête. Et ça, c'est déjà peut-être un premier risque. C'est de garder ce qui est dans la tête, entre parenthèses. Mais en tout cas, il y en a un autre de risque qui est un moment où on va justement confier des responsabilités, laisser les A-players faire leur jeu, et peut-être leur jeu différent de ce qu'on aurait imaginé, nous, comme stratégie justement de jeu, comme tu l'as précisé déjà précédemment. Alors, quels sont les risques de rendre une entreprise autonome? Alors, sachant qu'il y a justement la question de David qui est aussi très intéressante, et on va peut-être prendre un temps pour y répondre. Que faire Oui. lorsque le chef d'entreprise a une perte de sens à cause des doutes ou de la fatigue, par exemple? C'est quelque chose que j'ai connu de mon côté. Sébastien, est-ce que Ouais. tu as une réponse à Oui, apporter? c'est quelque chose que j'ai connu également. Et là, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut aller vérifier, c'est est-ce qu'il y a un problème de fond ou de forme? Je vais m'expliquer en disant ça. Moi, j'ai vécu aussi une période où je n'en pouvais plus, j'étais fatigué, et du coup, ça me donnait le sentiment que j'étais vraiment en désamour, en désalignement avec le business que j'avais. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'ai compris que ça n'était pas un problème de fond. Ce n'est pas que je n'aimais plus mon métier de constructeur de maison. Ce n'est pas que je ne trouvais plus important ma mission de construire le foyer d'autres personnes. C'était la forme de mon business. C'était la forme qui était présente, qui me pesait. Et donc, d'où l'intérêt de travailler en fait sur la réorganisation d'entreprise et sur la constitution de ces équipes et players et autonomes. Et en fait, en modifiant la forme, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de problème de fond. J'étais toujours motivé et j'aimais toujours mon métier. Simplement que la forme que ça avait pris, je dirais, me pesait de trop. Donc déjà, il faut prendre conscience de ça. Ça n'est peut-être pas un problème de fond. C'est le plus souvent, un problème de forme. Et en changeant la forme de votre entreprise, vous allez retrouver du plaisir à la faire grandir. Alors de mon côté, l'expérience est très similaire, avec une petite différence, c'est que j'avais aussi quand même une part de fond qui était là-dedans, à mon niveau. Et en même temps, j'ai commencé par un travail de forme, parce que c'est ça qui a été effectivement le premier élément le plus... Il fallait de toute façon œuvrer sur la forme et changer certaines manières de fonctionner dans l'entreprise pour qu'ensuite je puisse identifier aussi qu'il y avait quelque chose de fond aussi pour moi. Notamment le fait que je considère que j'ai pu considérer que j'étais un être multipotentiel et que j'avais donc potentiellement plusieurs choses qui pouvaient émerger et exister, comme donc une cartographie globale qui venait intégrer que l'entreprise que j'avais à ce moment-là était un élément d'un puzzle plus grand. Et sauf que tant que j'avais pas changé la forme, je ne pouvais de toute façon pas voir au fond du fond de tout ça le sens un peu plus profond justement que je pouvais y mettre dans l'existence même de cette entreprise dans un environnement plus global. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait notamment d'autres projets qui pouvaient émerger, très connectés à cette entreprise initiale et en même temps potentiellement indépendants. Et c'est pour ça que dans la forme, il fallait que cette entreprise soit autonome, indépendante, pour que je puisse mieux me relier aussi à un autre fond dans lequel je sentais que je bloquais, je sentais que j'étais embuté, parce que j'avais fait le tour aussi de cette activité, de cette entreprise.
dans le fond comme dans la forme. Mais du coup, je me suis connecté à un autre fond qui est plutôt un fond d'une découverte d'un environnement, d'un écosystème plus grand, un puzzle plus grand avec d'autres pièces et qui peuvent même fonctionner ensemble. Donc c'est pour ça que on vient à cette dimension de créer un groupe à terme. Ça peut être en tout cas une possibilité. Tout à fait. Alors, quels sont les risques? Alors, il y a aussi quels sont les risques de rendre une entreprise autonome, qui est une question, et aussi en même temps quels sont les risques de ne pas le faire. Et je vous invite vraiment à mesurer en vous-même ces deux niveaux de risque. Parce que souvent, quand on fait une action et quand on prend une décision forte, ben c'est qu'on a un risque de le faire qui va être beaucoup moins important que le risque de ne pas le faire. Et quand vous commencez à sentir cette bascule-là, alors là, c'est le moment d'opérer. Et c'est vrai que pourquoi beaucoup de gens ne rendent pas leur entreprise autonome? Parce qu'ils ne voient pas que le risque de ne pas le faire, à quel point il est plus grand que le risque de le faire, de rendre l'entreprise autonome. Alors ça soulève un challenge, très beau d'ailleurs, qui est à relever. Comment réussir à donner plus d'autonomie à son entreprise sans la mettre en danger? Tout à fait. Donc, il vous faut quoi? Il nous faut quoi, Sébastien? Il faut un cadre parce que souvent de fois, on confond liberté et permission. Donc, on parle beaucoup de liberté, mais en vérité, ce qui fait que les gens se sentent bien dans une entreprise, c'est le fait qu'on leur donne la permission d'être ce qu'ils sont, de donner le meilleur d'eux-mêmes, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont 100% libres, mais puisqu'il nous faut un cadre. Dans chaque métier, nous avons des contraintes. Si je prends mon métier, tu as parlé tout à l'heure de la réglementation thermique. Donc, effectivement, je ne peux pas construire mes maisons n'importe comment, sinon je ne respecterai pas cette réglementation. Donc, il y a souvent des cadres qui nous sont imposés, soit par la réglementation juridique, technique. Donc, il faut bien poser des garde-fous pour mettre en sécurité l'entreprise. Et on verra, je crois que tout à l'heure, on parlera de la métaphore qu'on peut trouver à l'éducation des enfants. Mais un cadre est sécurisant. Un cadre peut être co-créé, et je dirais qu'il vaut mieux qu'il soit co-créé si on veut qu'il soit partagé. Et oui, donc on arrive à l'exemple des enfants, c'est des enfants auxquels vous ne donnez pas de limites, auxquels vous ne donnez pas de cadre, sachant que l'être humain a besoin pour se confronter à son potentiel, à transgresser des interdits, à, je dirais, dépasser les limites. Si vous ne lui en donnez pas, la seule solution qu'il aura, c'est de se mettre en danger. Puisque, en fait, la seule chose qui lui sera interdite par des parents qui ne donneraient aucun cadre à leurs enfants, ce serait juste qu'ils ne se mettent pas en danger, qu'ils ne se cassent rien, voire qu'ils ne meurent pas. Et ça, si vous voulez, c'est absolument pas sécurisant pour les enfants. Donc, ce qui permet à chacun de vivre en sécurité, que ce soit l'enfant ou le parent, ça va être plutôt que de ne pas donner de limites, puisque en fait les seules limites qui lui sont données, c'est de ne pas se mettre en danger et de mourir. C'est plutôt de définir des limites, un cadre qui permette quand même parfois à l'être humain que nous sommes de transgresser, de dépasser, de jouer un petit peu à venir tutoyer, voire dépasser ses limites, mais qui vous permet de disposer d'un espace de sécurité, sachant que si cette limite-là, si ce cadre est déplacé, l'entreprise ne sera pas en danger, l'enfant ne sera pas en danger. Il peut jouer à ça s'il veut, il peut de temps en temps transgresser, mais ça ne remet pas en cause l'intégrité soit de la personne ou soit de l'entreprise. Alors nous avons vu un certain nombre d'éléments là, et puis encore d'autres choses à aborder que vous allez sûrement aimer. La question que j'ai envie de vous poser pour une interaction avec vous tous et toutes, c'est qu'est-ce qui vous semble vous manquer à ce jour pour rendre davantage votre entreprise autonome, faire en sorte de passer de dirigeant à témoin, de laisser justement les A-players jouer leur stratégie
et d'observer cette croissance de l'entreprise, cette croissance libre malgré vous. Qu'est-ce qui, selon vous, vous manque à ce jour, où vous faudrait davantage optimiser, travailler, peut-être que parmi certains éléments que nous avons déjà abordés dans cette conférence aussi et qui vous ont, ça vous a permis de montrer du doigt voilà, des éléments à optimiser chez vous. Alors ce cadre, Sébastien, on avait vu que l'importance de son existence, et en même temps on voit les éléments qu'il définit clairement. Oui, donc ce cadre, ben, on a la liste là, hein, globalement, c'est... on aurait pu utiliser le gros mot de management de la qualité. En vérité, démarche ISO, mais en vérité, c'est quoi? C'est d'inscrire quelles sont les bonnes pratiques, c'est-à-dire quelles sont les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, c'est ce qui fait que nous atteindrons l'objectif d'une manière stable, robuste, prédictible. Quelles sont les bonnes pratiques qui nous permettent ça? Quelles sont les pratiques à éviter? Si on veut une vision éclairée de tout cela, il nous faut vraiment pouvoir voir les deux côtés de l'équation qui sont être capable de voir ce qui marche, être capable de voir ce qui ne marche pas, et donc pour pouvoir choisir en conscience et déterminer les bonnes pratiques et les inscrire dans un manuel. Lorsque l'on définit des KPI, hein, qui sont des Key Performance Indicators, indicateurs clés de performance, l'idée est de se mettre dans une posture où on va pouvoir compter les points ensemble, compter les points par exemple trimestriellement, de dire voilà, bah, lorsque l'on marque ce point-là, finalement, on est en train de réussir. Et c'est comme un tableau des scores plutôt dans le cadre d'une saison sportive. Exactement. Avec, on parlait du basket tout à l'heure, des A-players, on est dans la même dynamique d'un tableau de points. Et c'est donc plus vu comme un jeu plutôt qu'une forme de menace. Oui, ou de contrôle. C'est Voilà. vrai que l'intention est importante lorsque l'on parle de KPI, parce que si on définit des KPI, donc des indices qui nous permettent de dire qu'on a gagné ou on n'a pas gagné, c'est pas tant pour se dire il ne s'agit pas d'attendre la fin de l'année et de se dire on y est arrivé ou pas, et soit de se féliciter ou soit de se réprimander. L'idée, c'est qu'est-ce qui nous permet de savoir si on est en train de gagner ou pas, hein, dans n'importe quel jeu, c'est de s'assurer qu'on compte les points. Et donc, si on compte les points, on sait toujours si on est en train de se rapprocher du but ou si on est en train de s'en éloigner. Donc, en fait, lorsqu'on parle d'indicateurs clés de performance, il faut parler plus d'indicateurs clés d'activité. Hein. L'idée est plutôt que d'attendre la fin de l'année pour faire simplement le constat que ça a marché ou pas. Donc, les indicateurs clés d'activité qui peuvent être mesurés mensuellement ou trimestriellement nous permettent de compter les points et de savoir au fur et à mesure si on est en train de s'approcher de la réussite ou de s'en éloigner. Alors, vous voyez que ça peut prendre bien sûr différentes formes, et c'est là que, à nouveau, et on va justement pouvoir répondre à ce que évoque David, c'est comment on peut considérer que l'entreprise devient un organisme vivant d'une certaine manière. Tu parlais du corps humain, on parle du sport qui est aussi quelque chose de plus vivant et joyeux, on peut parler justement de jardin également, de jardin, voir son entreprise comme un ensemble de jardins, de forêts-jardins. Ça peut réconcilier avec cette dimension aussi. Vous voyez David qui dit quelqu'un qui comprend. Donc moi j'ai besoin de quelqu'un qui comprend ma multipotentialité et qui réussit à me cadrer pour poser les actions étape par étape tout en ayant une vision globale. Par exemple, j'ai déjà eu des accompagnements alors je vois très bien de quoi parle David parce que j'ai connu ça aussi. Mais lorsque j'explique ce que je fais ou ce que j'ai en tête comme projet, ça me ramène toujours à me focaliser sur un seul truc, alors qu'au fond de moi, je ressens le besoin de développer le tout. Et il y a certains profils atypiques comme ça qui n'arrivent pas en fait à se dire je vais que sur cet axe-là, parce que finalement, quand on regarde cette image du jardin, on se dit mais c'est pas de la monoculture que je suis en train de faire.
j'ai besoin de planter un potager qui a des carottes, des tomates, des courgettes, et en même temps à côté un arbre fruitier, et puis peut-être des lavandes et des tournesols, et donc tout ça doit vivre en même temps. Alors évidemment qu'il y a un piège, c'est que si on met trop de graines dans le sol au même moment, on manquera d'eau pour les arroser, et on manquera de temps et d'attention pour pouvoir les faire grandir ensemble. Et ça, c'est réel. Donc ça veut dire que la notion de focalisation est, reste importante. En revanche, le fait de dire tu dois te concentrer que sur des carottes, c'est une ineptie aussi par rapport au vivant, par rapport à cette dimension-là de quelque chose d'organique. Et c'est pour ça que la notion du sport peut nous inviter à quelque chose de plus organique. La notion du corps humain, certaines métaphores, la notion de l'arboretum peuvent nous inviter, comme cette formule vie que je vous ai présentée précédemment, à voir les choses comme de manière plus organique, justement, et éviter de trop être justement dans les cases. C'est pour ça qu'on parle de cette posture différente au niveau des KPI aussi, parce que sinon il peut y avoir encore à nouveau un conflit entre le tableau purement financier, le tableau purement commercial, l'autre tableau qui va être plus du management humain avec la qualité de vie au travail, alors qu'en réalité, en voyant cette notion au niveau organique, avec ce que j'appelle aussi, ce qu'on peut appeler des tableaux de bord ingénieux, qui se présentent peut-être sous une forme différente qu'un simple tableau Excel avec des cases froides, et qu'on peut représenter avec une dynamique différente, comme un tableau des scores par exemple. On pourrait créer visuellement un vrai tableau des scores, et ça nous montrerait une autre manière de voir les tableaux, et nous réconcilier peut-être avec les tableaux aussi, justement. Voilà un peu pour répondre à David. Qu'est-ce que tu en dis, Sébastien? Alors, en fait, moi, ce qui fait écho à ce que tu nous partages, pour moi, c'est la notion d'écosystème. Hein, quand tu parles de jardin, on est là-dessus. Donc, il faut se souvenir que l'entreprise, juridiquement d'ailleurs, est une personne morale. Hein, ce n'est pas une personne physique. L'entreprise est une personne morale, mais ça veut dire que c'est une personne. Donc, c'est un organisme vivant. C'est un écosystème. En tant que dirigeant, on est une partie prenante de cet écosystème. Qui est singulière puisqu'on est souvent soit à l'origine ou en tout cas on est à la direction de cet écosystème, mais on n'est pas la seule partie prenante. Parmi les parties prenantes que vous avez vos équipes, vous avez vos partenaires, vous avez vos clients, vous avez des systèmes plus grands qui peuvent être liés à votre région. Bref, donc vous avez des parties prenantes qui vont venir nourrir ou influencer différemment cet écosystème. Donc, ce qui fait qu'un écosystème fonctionne, c'est à partir du moment où chaque partie prenante est nourrie. C'est-à-dire que chaque partie prenante a à la fois la capacité à enrichir l'écosystème et à la fois à s'enrichir grâce à cet écosystème. C'est ce qui rend le flux vertueux. C'est pour ça que, par rapport à ce que nous partage David, l'idée n'est pas de se focaliser sur... en tout cas, si on doit se focaliser sur un objectif, il faut que cet objectif soit grand, il faut que cet objectif puisse englober de manière globale la réussite de l'écosystème. Mais là, on parle plus de vision et de là où on veut aller. Par contre, lorsque ça passe par effectivement découper cette grande vision avec différents objectifs, puisqu'il va falloir nourrir différentes parties prenantes de cet écosystème. Et ça, effectivement, ça peut, grâce à un tableau des scores ingénieux, ça peut être représenté de manière à voir que, bon, on peut nourrir différents aspects, on peut réussir à différents endroits dans l'entreprise, et il n'y a pas qu'un seul, je dirais, juge, ni qu'un seul indicateur que l'on doit suivre. Et oui, tout à fait. Par exemple, on a l'indicateur du chiffre d'affaires, qui est un indicateur classique et connu. Et on a aussi d'autres types d'indicateurs, matériels, immatériels. On a encore notamment une autre personne ressource pour pouvoir amener aussi d'autres types d'indicateurs sur le plan immatériel. Donc, je nomme ainsi Damien Petre, que tu connais aussi, Sébastien, tu as eu l'occasion d'interagir avec lui. Et c'est vrai que c'est parfois des indicateurs méconnus.
mais qui sont tout à fait importants et qui ont leur place quand on commence justement à avoir une vision organique de son écosystème de manière vivante. Et il y a aussi l'indicateur temporel, ne serait-ce que gagner quelques heures ou jours par semaine. Ça peut être des indicateurs de réussite tout à fait complémentaires à un indicateur purement financier. Alors, on revient au sujet sur deux idées reçues qui peuvent parfois justifier cette dépendance qu'on peut maintenir entre soi et l'entreprise. Et moi, j'en ai une notamment qui m'a concerné aussi. Et c'est là où, en fait, ce qu'on vient de voir précédemment peut retirer ces idées reçues, les désamorcer. Mais en même temps, je vous invite, sous forme d'exercice, à vous relier à ces idées reçues et à voir à quel point elles sont présentes pour vous. Donc, vous allez évaluer de 1 à 10 cette idée-là que quand le chat s'en va, les souris dansent. C'est-à-dire, quelque part, vous n'êtes pas là 2 jours et c'est le bordel quand vous revenez. Donc, de 1 à 10, quelle est votre réalité de cette idée reçue? 10, c'est, alors là, les souris, c'est la fête, les décibels sont à fond. Et 1, c'est que finalement, à part un petit morceau de fromage qui a été piqué dans la réserve, il n'y a rien de si grave que ça. Quel est votre rapport à cette idée reçue? J'aimerais bien avoir votre réponse. Juste, vous mettez de 1 à 10. Quel est votre score à vous? On va parler de score. Alors, on voit 8, voilà, pour Léonard. Quel était, est-ce que pour toi, Sébastien, tu as eu une variation de ce curseur-là, de cette idée reçue? J'aime bien le petit mot de David là. En fait, je pense qu'il y a ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que nos croyances créent un effet tunnel. C'est souvent on parle de croyances limitantes, mais pour moi le mot de croyance limitante, c'est un pléonasme, puisque une croyance forcément nous limite. Une croyance crée un effet tunnel. Est-ce que cet effet, c'est-à-dire l'effet tunnel, c'est on ne voit plus que par un prisme, on ne voit plus que selon un angle de vue, ce qui nous empêche de faire d'avoir une vision plus grande, plus élargie, de regarder arriver à regarder ce que l'on observe selon différents angles de vue pourra peut-être nous permettre d'avoir une idée plus précise sur ce qui se joue. Un exemple concret, c'est que si je vous montre ceci, vous verrez peut-être un point. Et là, donc, si je vous montre selon cet angle de vue-là, vous allez me dire, je vois un point. Si je vous le montre comme ceci, vous allez me dire, je vois un trait. Et en fait, selon l'angle de vue que vous avez, certains diront que c'est un point, certains diront que c'est un trait. En fait, est-ce que les deux ont tort? Non, les deux ont raison. Le fait d'ajouter, en fait, d'ajouter chacun son angle de vue va nous permettre d'avoir une idée un peu plus précise de l'objet qu'on est en train de regarder. Donc, c'est ça qui est intéressant. Alors, effectivement, après, vous avez le deuxième exercice qui est proposé là, parce qu'on s'approche de la fin aussi du timing qui nous est imparti. Ils sont perdus sans moi. Eh bien, c'est yes à fond. Donc là, vous êtes sur le côté gauche ou plus maintenant. Donc, vous pouvez aussi évaluer le curseur dans lequel vous êtes aujourd'hui. Et ensuite, évidemment, l'idée d'évaluer la réalité d'aujourd'hui, c'est une chose. Et ensuite, c'est aussi d'évaluer là où vous voulez aller, réellement. Et puis, nous avons une petite aparté rapide sur la différence entre l'entreprise libérée et l'entreprise autonome. Oui, je crois que en fait, souvent de fois, on a tendance à opposer les modèles. Lorsque un consultant, lorsqu'un accompagnant vous propose un modèle, d'appliquer un modèle, souvent de fois, ils ont une vue forcément subjective, et non pas objective, de ce qui peut se jouer dans une entreprise. Parfois, ça se traduit par une pensée qui cherche à vous imposer leurs propres croyances. Moi, je pense qu'il n'y a pas une forme d'entreprise. Il y a plusieurs formes d'entreprise. L'idée est de vous aider à créer la forme d'entreprise qui vous inspire, vous, dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel vos collaborateurs se sentent bien. L'idée n'est pas de vous imposer un modèle. L'idée c'est de créer votre propre modèle. Et pour ça,
Je pense que plutôt que de se dire on va créer une entreprise libérée, ou on va plutôt créer une entreprise de type autocratique, je dirais que entre ces deux extrêmes, il y a une co-création à proposer entre vous et vos collaborateurs, et vous trouverez la forme qui vous convient. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Alors, il y a aussi à faire la différence et la distinction subtile entre rendre une entreprise automatisée et une entreprise autonomisée. On parle bien là d'entreprise autonomisée, évidemment, vous l'avez compris, même si la technologie a une part importante et qu'une partie d'automatisation peut vraiment, vraiment faire aussi une différence. Alors, voilà une citation que j'ai remise, que tu avais dit aussi à un moment donné, Sébastien. On ne perd jamais son libre arbitre, on joue à le perdre. Donc finalement, lâcher les chevaux, hein, puisqu'on reprend cette image des chevaux de tout à l'heure, c'est aussi un jeu et c'est aussi un pouvoir que nous avons toujours en fait. Oui, ce que j'ai voulu dire par là, c'est que parfois on peut jouer à je gagne, parfois on peut jouer à je perds. Parfois on a l'impression, on peut avoir le sentiment de marcher à côté de ses pompes, alors qu'en fait on est dedans. Et c'est simplement qu'on est en train de vivre une expérience. Et on a toujours le pouvoir de décider de la forme de l'expérience qu'on peut vivre. On peut donc jouer, on peut donc, à condition de considérer que ce jeu-là se fera pas à pas. Hein, encore une fois, l'idée n'est pas de passer de 0 à 100 en 2 secondes. Ça se fera pas à pas, mais on peut jouer à travailler sur rendre notre entreprise, en tout cas sa forme, beaucoup plus autonome, beaucoup plus inspirante. Et on ne perd pas son libre arbitre. On joue parfois à le perdre. Donc voilà, maintenant la question est, voulez-vous permettre à votre entreprise une croissance libre? Voulez-vous pouvoir passer de la posture de dirigeant à témoin? Et bon, bien sûr, il y a un programme qu'on peut proposer selon votre ambition, hein, que j'appelle Libéréa, mais qui est un programme global avec différents intervenants. C'est pour ça que là, j'ai l'honneur et le privilège de pouvoir accueillir Sébastien Dourte dans cette cycle de conférences qui arrive à sa fin autour de la liberté entrepreneuriale. Et nous avons tout un tas de possibilités, hein, bien sûr, en termes de programmes, de consultance, d'immersion, de support. Mais avant tout, ce que je vous propose, c'est de vous accorder simplement une première session, ce que j'appelle Pesto, offerte, libre et sans obligation. L'idée de cette session, qui va durer environ 1 heure, c'est de pouvoir aborder ensemble ce qu'il y a à positionner aujourd'hui, à engager comme élément sur le plan stratégique, tactique et opérationnel. C'est pour ça que je parle de Pesto, positionner, engagé, les éléments au niveau stratégique, tactique et opérationnel, par rapport à votre cap, votre prochain cap. Et le cap, c'est pareil, c'est CAP. Donc il y a la notion de croissance, la notion d'assise, la notion de pérennité, et de voir comment cela s'opère au mieux pour vous au travers d'une cartographie. Donc vous repartez avec une nouvelle cartographie, une nouvelle trajectoire précise, affinée en fonction de ce cap-là. Et puis vous repartez avec des outils supplémentaires, peut-être des prises de conscience, vous repartez avec peut-être des modèles aussi qu'on pourra encore vous montrer, il y a plein d'autres modèles, mais de manière personnalisée en fonction de votre situation. Et puis d'envisager ensuite s'il y a une continuité d'accompagnement ou non. Et donc vous aurez la réponse à ça aussi à la fin de cette session. Eh bien, il y aura une clarté sur ce plan-là également, de continuité ou non, de collaborer ensemble. Et puis voici une dernière citation pour terminer. Si vous ne remplissez pas votre vie de choses qui vous inspirent, elle se remplira de choses qui vous désespèrent. Donc c'est aussi, je ne sais pas si ça vient vraiment de toi, mais en tout cas... Non, c'est pas de moi. Mais c'est pas de moi, ça a été repris, cette citation en français par Julien Musi, mais ça vient d'un auteur américain, peu importe. L'idée est de se rappeler que la nature a peur du vide, donc le vide finit toujours par se remplir. Donc si vous ne remplissez pas vos journées de choses qui vous inspirent, elles se rempliront certainement de choses qui vous désespèrent. Et de rappeler que c'est vous, en tant que dirigeant, qui êtes aux commandes, donc qu'il est de votre responsabilité d'agir pour faire en sorte que vos journées se nourrissent et se remplissent de choses qui vous inspirent. Voilà, eh bien, nous arrivons au terme à l'heure de
du temps qui nous était imparti pour pouvoir vous offrir ce contenu. Voilà, donc Léonard qui nous dit envie d'en savoir plus, je reste sur ma faim. Nous sommes en contact déjà, Léonard. Eh bien, merci en tout cas pour cette confiance témoignée pour Léonard et David, Jessica et Luc et toutes les autres personnes. Merci Sébastien de ce beau contenu, beau partage. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Et belle journée.